Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Une date retenue pour la présidentielle au Sénégal. Le Conseil constitutionnel s'est finalement aligné sur la date avancée par la présidence. Le premier tour devrait se tenir le 24 mars. Patrick Mboyo, docteur en droit public, est avec nous pour en parler. La destitution au Mali de Choguel Maïga au poste de président du comité stratégique du M5-RFP. Le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques qui s'était longuement mobilisé en 2020 pour réclamer le départ du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta. Sa destitution a été actée par une partie du mouvement qui connaît de profondes divisions. Et puis la visite à Cotonou d'une délégation de la Direction générale des douanes du Niger, une visite qui entre dans le cadre de la mise en service du pipeline Niger-Bénin. Les détails à suivre dans ce journal. Un nouveau rebondissement politique au Sénégal. Depuis le report de la présidentielle initialement prévue le 25 février, le pays était dans l'attente d'une nouvelle date. À l'issue d'un dialogue national, un certain consensus avait été trouvé autour de la date du 2 juin. Mais ce mardi, le Conseil constitutionnel a déclaré, je cite, que la fixation de la date du scrutin au-delà de la durée du mandat du président de la République en exercice est contraire à la Constitution. Une décision prise en compte par la présidence qui a donc annoncé ce mercredi la date du premier tour pour le 24 mars, annonce contredite quelques minutes plus tard par le Conseil constitutionnel qui l'a fixé au 31 du même mois. Après plusieurs heures de confusion, l'instance s'est finalement alignée ce jeudi sur la position de la présidence. Pour décrypter la situation, nous recevons sur ce plateau Patrick Mboyo, docteur en droit public et chercheur à l'université Paris-Saclay. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'information est tombée ce jeudi. Le Conseil constitutionnel valide la date arrêtée par la présidence pour la tenue du scrutin présidentiel. Pourquoi l'instance s'est-elle finalement alignée sur la position des autorités ? Il s'agit simplement de respecter la Constitution par l'organe chargé d'être garant du respect de la Constitution lui-même. J'explique par là le fait que la compétence de principe pour convoquer le corps électoral revient au président de la République qui l'a fait par décret. Tout ceci a commencé, rappelez-vous, par la modification du décret initial qui convoquait les corps électoraux par le président Macky Sall lui-même. Ce décret a été attaqué au niveau du Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution. Et il est tombé. Donc, le Conseil constitutionnel, en tant qu'organe régulateur des institutions et dans son pouvoir, dans sa pleine juridiction en matière électorale, s'est rendu compte que depuis le 15 février 2024, les autorités, en l'occurrence le président de la République, n'a pas respecté le fait que le Conseil constitutionnel lui a demandé de convoquer le corps électoral d'organiser des élections dans un délai raisonnable, c'est-à-dire avant la date du 2 avril. Le 2 avril. Le président de la République ne l'ayant pas fait, le Conseil constitutionnel a dû maintenant prendre une décision palliative. Donc c'est une compétence palliative qui vient en substitution aux compétences du président de la République. Mais ça ne veut pas dire qu'on retire le président de la compétence. À partir du moment où le président de la République prend un décret qui est arrivé au moment où le Conseil constitutionnel était en train de rédiger la décision de délibérer qui avait déjà été pris en amont. Donc c'est une affaire de temporalité en réalité. Si le Conseil constitutionnel avait été informé avant, c'est-à-dire un jour avant la date, il aurait accepté. Il serait aligné à la date prise par le président. Donc il n'y a pas vraiment de changement de position. Le Conseil constitutionnel s'est simplement dessaisi d'une compétence palliative et a laissé au chef de l'État sénégalais sa compétence de principe. Donc avec cette nouvelle date, le Sénégal semble se diriger vers une sortie de crise. Cette date peut-elle encore changer ? A priori non, puisque le Conseil constitutionnel est resté constant. Il a même rappelé une jurisprudence de 1993 en disant que ce n'est pas parce que la loi est silencieuse ou parce que la Constitution ne prévoit pas le cas de figure actuel où le président de la République n'a pas convoqué les corps électoraux et où les élections risquent de ne pas se tenir avant la fin de son mandat que le Conseil constitutionnel ne peut pas se prononcer. À partir de ce moment-là, le Conseil constitutionnel rentre dans sa logique puisque
il ne s'agit pas d'un organe constituant, c'est un organe juridictionnel spécialisé à assurer le respect de la Constitution, des lois et des traités, ainsi que des règlements à la norme constitutionnelle. Donc le Conseil constitutionnel se place en dessous de ce que prévoit la Constitution et je ne vois pas qu'elle puisse aller au-delà de ce qui a été dit jusqu'à présent. Alors l'autre information importante de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, c'est qu'il n'y aura pas de révision de la liste des candidats, liste définitive donc de 19 candidats. Est-ce que c'est une surprise ou bien est-ce que finalement c'est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel? C'est conforme, encore une fois, à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, puisque déjà en amont, le Conseil constitutionnel du Sénégal avait validé ces 19 candidats. Donc le Conseil constitutionnel rappelle simplement que la liste des candidats ne pourra pas changer puisqu'elle a déjà été validée en amont. Mais cette fois-ci, il y a une décision en bonne et due forme qui consacre cette liste. À partir du moment où la liste des candidats est validée, la date de l'élection est fixée par compétence de principe du président de la République qui respecte ce que le Conseil constitutionnel a dit depuis le 15 février dans un délai raisonnable, c'est-à-dire qui ne vient pas après le 2 avril, on a le cadre juridique qui est bien posé de sorte que la fin du mandat du président de la République Macky Sall reste dans le respect des normes constitutionnelles. Après, on pourra peut-être, si vous permettez, voir la question de sa présence au pouvoir après le 2 avril. Là, je vais plus loin. Je ne vais pas poser la question, mais je vais plus loin pour compléter le raisonnement du Conseil constitutionnel. C'est que le président Macky Sall, à partir du moment où le vote a lieu le 24 mars, nous ne sommes plus dans la configuration où son mandat est terminé. Donc, il passe maintenant de la fin de son mandat classique à l'application de la disposition constitutionnelle qui dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. C'est-à-dire la succession à la présidence de la République du Sénégal démarre dès le jour où le scrutin a lieu. Il ne restera plus qu'à avoir les modalités matérielles pour pouvoir proclamer le successeur, soit au premier tour, c'est-à-dire à quelques jours après le scrutin du 24 mars, soit au second tour, mais le président Macky Sall, dans ces cas, restera au pouvoir si les choses se passent telles que le Conseil constitutionnel les a prévues. Et en tant que docteur en droit, comment est-ce que vous avez perçu le rôle du Conseil constitutionnel depuis le début de ce feuilleton politico-juridique? C'est très instructif. Je ne cesse de le dire partout. C'est très instructif. Ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, c'est une leçon du droit qui montre que nous avons affaire à une société où le droit prime sur la volonté politique. Nous avons déjà vu cela notamment dans un pays comme le Kenya où la Cour constitutionnelle avait dû annuler une élection présidentielle et on a dû recommencer. Cela montre que il y a des contre-exemples, ça va un petit peu à porte-à-faux par rapport aux contre-exemples qu'on a vu notamment en République démocratique du Congo où le mandat du président Joseph Kabila est allé plusieurs années après la fin de son mandat, alors que le Conseil constitutionnel était resté amorphe et ne disait pas un mot sur ça. Et même ce qui s'est passé au Tchad, le président de l'Assemblée nationale aurait dû prendre les fonctions, même s'il avait refusé de prendre lui-même en tant qu'individu la fonction présidentielle, l'Assemblée nationale était obligée dans ces moments-là de désigner un autre président qui aurait dû prendre la place du président actuel, malheureusement par coup d'État, coup de force, ça s'est passé comme ça. Ce qui se passe, les choses sont passées telles qu'on connaît aujourd'hui au Tchad. Ce qui se passe au Sénégal, c'est une leçon de l'état de droit afin de savoir que la Constitution, norme suprême, doit toujours rester au-dessus de la volonté politique et non le contraire, comme on a vu dans ces deux pays que je viens de citer, la RDC et le Tchad. Parlons à présent du projet d'amnistie qui a été adopté ce mercredi par l'Assemblée nationale avec 94 voix pour. Un texte vivement décrié par l'opposition et certaines ONG puisqu'il favoriserait une certaine impunité. Est-ce que ce projet ne poserait-il pas problème pour le Sénégal par rapport à ses engagements internationaux ? Ça risque de poser problème, mais il faut savoir qu'il y a deux éléments à prendre en compte sur ce point. Les engagements internationaux du Sénégal en matière de respect des droits de l'homme, notamment par rapport à la ratification de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi la souveraineté de l'État sénégalais, parce que ce serait l'expression, ou c'est manifestement l'expression
de la volonté populaire et qui a été mise en œuvre par l'Assemblée nationale. Et il semble que cette loi a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale. Et si c'est adopté par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire c'est passé dans le respect des règles de droit, ce sera encore une fois au Conseil constitutionnel de dire ce qu'il en est. Mais je vois mal comment le Conseil constitutionnel pourrait refuser cela, puisque rien dans la Constitution n'interdit à l'Assemblée nationale de voter une loi d'amnistie. La loi d'amnistie, ça veut dire simplement que les crimes passés sont oublié, personne sur le plan juridique ne peut revenir dessus. Mais le principe de parallélisme des formes et des compétences nous enseigne aussi que si c'est par une loi d'amnistie que ces crimes vont être effacés, c'est aussi par une loi abrogeant la loi d'amnistie précédente que ces crimes peuvent revenir à la surface. Donc ça veut dire que ceux qui ont commis ces crimes ne sont pas à l'abri en réalité des poursuites judiciaires à partir du moment où la nouvelle Assemblée pourrait venir par la volonté populaire changer ce que l'Assemblée actuelle a mis en œuvre. Merci beaucoup Patrick Boyot d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public et chercheur à l'Université Paris-Saclay. Les dissensions internes semblent s'amplifier au sein du M5 RFP au Mali. Le Premier ministre de transition, Choguel Maïga, a été destitué de son poste de président du comité stratégique. Une destitution actée par une partie du mouvement qui lui reproche sa gouvernance qualifiée de verticale. Elle n'a pas permis, selon ses détracteurs, de ramener la paix et la cohésion au sein du mouvement. Philoméntine. Le mandat de président du comité stratégique accordé initialement au Premier ministre malien Choguel Maïga a été révoqué par le mouvement du 5 juin et Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du Mali. Selon une fronde au sein du M5 RFP, Choguel Maïga avait un délai de 72 heures pour travailler à restaurer sans délai la cohésion et l'entente au sein du mouvement, entre autres. Cependant, ce délai a expiré mardi 5 mars 2024 sans que des actions concrètes aient été prises pour rétablir l'unité au sein du M5 RFP. On peut déjà comprendre que depuis déjà 2 ans, il y a déjà un effritement au sein de cette organisation. Donc il y avait un clivage en réalité avec 2 blocs essentiellement constitués du Premier ministre Choguel et ses camarades en réalité. Donc cette décision réellement, ce n'est pas déjà une surprise. D'autant plus déjà que le dernier réaménagement gouvernemental qui a été fait, on a vu que beaucoup de cadres du M5 RFP sont partis du gouvernement. Le M5 RFP fait face à des dissensions internes. Le Premier ministre Choguel Maïga, issu lui-même du mouvement, est accusé de trahir les idéaux du mouvement, remettant en question son action au service du peuple. Dans un contexte où les défis internes et externes pèsent lourdement sur la gouvernance au Mali, ces dissensions internes pourraient mettre à l'épreuve la stabilité du pays selon les observateurs. La question aujourd'hui, c'est que ces structures doivent continuer à vivre. Avec le départ du cadre du gouvernement aujourd'hui, cela constitue une équation très difficile. Car selon eux, en réalité, le Premier ministre ne les a pas réellement soutenus. Cela reste encore tout à fait contestable. D'autant plus que ce gouvernement qui a été reconstitué aujourd'hui, il y avait une volonté derrière l'armée de pouvoir récupérer certains postes en raison de l'échec de la cohabitation avec l'ancien président de la transition, le colonel Bandao. Et le Premier ministre Choguel bénéficie encore du soutien de l'armée. Le M5 RFP, issu de la contestation contre le précédent gouvernement au Mali, est un mouvement porté par des milliers de Maliens mécontents qui avaient sonné le glas de l'ère Ibrahim Boubacar Keïta et porté le gouvernement de transition militaire au pouvoir au Mali depuis juin 2020. Un retour à présent sur la 18e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est récemment clôturée en Côte d'Ivoire. Les participants ont notamment planché sur des stratégies de riposte face au changement climatique. 2 jours de travaux qui ont abouti à la déclaration d'Abidjan constituée de 12 recommandations. Les précisions de Philippe Acquois. Le thème « Changement climatique dans le monde, quelle riposte des pays membres de l'UPCI ?» Les travaux de la 18e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, UPCI, tenue du 2 au 5 mars 2024, avaient pour objectif d'identifier des solutions visant à réduire les vulnérabilités liées à la crise environnementale dans le monde. Dans son propos de circonstance, le nouveau président de l'UPCI, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a plaidé en faveur du renforcement des efforts des pays membres de l'UPCI pour la réduction des effets des changements climatiques. En tant que nouveau président en exercice de l'UPCI, tout naturellement, partout où je serai, je saurai que c'est la Côte d'Ivoire qui est présente
et je donnerai le meilleur de moi-même pour que la Côte d'Ivoire soit au rendez-vous des grands. À l'issue de 2 jours de travaux, l'UPCI s'est engagé à mettre en place des mécanismes afin de lutter contre les changements climatiques. En outre, les parlementaires des pays membres de l'Organisation de la Conférence islamique ont dénoncé à l'unanimité la situation humanitaire à Gaza. Adoptée au terme de ces travaux, la déclaration d'Abidjan comporte 12 recommandations. Il s'agit entre autres de l'instauration d'un couloir humanitaire à Gaza, de l'arrestation des criminels de guerre, de l'engagement résolu des pays de l'Union à faire face aux défis du changement climatique qui menacent le monde, et de la condamnation du terrorisme sous toutes ses formes. Mais nous avons abordé aussi le problème du terrorisme dans le Sahel, la guerre au Soudan. Donc tous les sujets ont été abordés. Je voudrais féliciter donc les participants qui n'ont ménagé aucun effort et qui pendant près de 4 jours ont donc donné le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est la Côte d'Ivoire qui en sort grandi, parce que je peux vous dire que 2 tiers des participants ne connaissaient pas la Côte d'Ivoire. Et ils en repartent d'abord impressionnés. La 18e session de la conférence de l'UPCI s'est terminée avec la désignation du futur président en exercice de l'instance, Puan Maharani, président de l'Assemblée nationale de l'Indonésie, dont le pays abritera la 19e conférence de l'UPCI, succédera à l'Ivoirien Adama Bictogo. L'UPCI est une organisation créée en juin 1999 par l'Organisation de la Conférence islamique à Téhéran, en Iran, où se trouve son siège permanent. Il devrait transporter 90 000 barils de pétrole par jour. Le pipeline Niger-Bénin est officiellement opérationnel depuis le 1er mars dernier. Dans le cadre de sa mise en service, une délégation de la Direction générale des douanes du Niger est actuellement en visite à Cotonou, et ce en vue d'une installation permanente d'agents des douanes nigériennes au Bénin. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Après la mise en service au Niger vendredi 1er mars 2024 du méga oléoduc qui relie le pays au Bénin, des autorités douanières nigériennes séjournent à Cotonou du 4 au 8 mars 2024 pour explorer les contours juridiques et matériels liés à l'exportation du pétrole brut via la station terminale du pipeline Export Niger-Bénin située à Semekrake à l'est de Cotonou. Entre autres travaux entrant dans le cadre de cette mission de prospection, faire l'état des lieux de l'installation des infrastructures d'exportation du pétrole brut afin de produire un rapport. Suite aux séances d'échange avec l'administration douanière béninoise et des membres de la société d'exploitation du pétrole, la délégation nigérienne a effectué une série de visites sur la station terminale. Sur un total de 8 stations de pompage, 6 sont au Niger et 2 au Bénin. La station terminale de Semekrake, point de chute, dispose de 3 réservoirs pouvant contenir près de 100 000 m3 de pétrole brut. Il y a suffisamment de littérature sur ce joyau. Il s'agit quand même de l'énergie, il s'agit du pétrole, il s'agit du gaz. C'est essentiel dans le développement d'une nation, en termes de revenus, en termes de fiscalité, en termes de fret. Et tout cela montre que nous sommes sur une bonne piste. Selon des experts, le Niger va amorcer le processus d'exportation du pétrole brut d'Agadem via le Bénin, pays de départ de l'exportation, par la bouée située en haute mer, dans les 60 jours à venir. Conformément aux instruments juridiques internationaux auxquels les 2 pays ont adhéré, les administrations douanières des 2 nations entendent parvenir à des opérations de transit et d'exportation du pétrole brut dans de meilleures conditions. Nous, au niveau par exemple des douanes béninoises, tout est fait prêt. Nous sommes prêts. Et il y a des facilités qui ont été mises en place pour que le travail soit bien fait entre nos 2 États. Le pipeline Export Niger-Bénin vise à écouler le pétrole du Niger vers les marchés internationaux via la plateforme de la station terminale de Semekrake. Long de 1980 km, il prend départ de la première station de pompage PSO1 de Djifa au Niger, traverse 5 départements du Bénin sur 675 km pour finir en un système d'aramage à point unique en mer dans la commune de Semekpodji. Divisé en 6 zones d'utilité, notamment de production des auxiliaires, de magasinage et de maintenance, de bureaux, d'habitation et les réserves, la station terminale de Semekrake PSO 9 s'étale sur une superficie d'environ 250 000 m². C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.